Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Dans le cinéma, la télévision, les jeux vidéo et tout autre type de médias, on peut trouver des choses insolites, étranges ou flippantes. Donc j'ai décidé de vous proposer un nouveau format, Cinétrange, où nous allons nous pencher sur toutes ces choses qui peuvent être étranges ou perturbantes dans les différents médias. Pour ce premier épisode, je vous propose de nous pencher sur 3 films qui ont été inspirés par des faits divers bizarres. Si vous pensez qu'un de ces sujets mériterait d'être creusé ou que vous avez d'autres idées de films à traiter, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors fans de ciné, vous êtes prêts pour un voyage au cœur de l'étrange ? Après Psychose, sorti en 1960, le maître du suspense Alfred Hitchcock peine à trouver un sujet pour son prochain film. Il décide d'adapter une nouvelle de la romancière Daphné du Maurier intitulée Les Oiseaux, publiée en 1952. Partant d'abord sur l'idée d'en faire un épisode pour sa série hebdomadaire Alfred Hitchcock présente, un événement va le faire basculer sur le projet d'un long métrage. En août 1961, les habitants de Pleasure Point et de Capitola, 2 petites villes du comté de Santa Cruz en Californie, dorment paisiblement. Soudain, à 3 heures du matin, les résidents entendent des bruits étranges, comme si l'on tapait contre les murs et les vitres de leur maison. Armés de lampes torches, plusieurs habitants sortent de chez eux pour constater que des milliers d'oiseaux, des puffins fuligineux, fonçaient sur leur demeure. Se faisant également attaquer, les résidents sont retournés se mettre à l'abri chez eux. Le lendemain matin, ce sont des milliers de corps d'oiseaux qui jonchent les rues. La plupart d'entre eux ont régurgité leur repas, laissant une horrible odeur de poisson s'incruster dans les airs. Une question demeure. Pourquoi ces oiseaux ont-ils attaqué ? Zoologiste à l'Université de Californie, Ward Russell émet une hypothèse. Plusieurs milliers d'oiseaux ont dû être dérangés pendant leur repas à la surface de l'eau et ont pris leur envol. Avec l'épais brouillard dans la zone, ils sont probablement devenus confus et perdus et se sont dirigés vers la lumière, respectivement vers les lampadaires et les éclairages des habitations. Cependant, l'explication semble bancale, n'ayant aucune preuve pour l'étayer. Le Santa Cruz Sentinel fait paraître un article sur cet étrange incident sans grande conviction sur les réelles intentions des oiseaux. Hitchcock, qui possède une propriété dans le comté de Santa Cruz, entend parler de l'affaire. Ni une ni deux, il prend contact avec le journal pour avoir des informations complémentaires. Cette fois, il en est convaincu. Les oiseaux deviendra bien un long métrage car apparemment, les volatiles peuvent attaquer les humains. Pendant des décennies, les scientifiques n'ont jamais réellement su ce qui s'était passé jusqu'en 2012. Après plusieurs études, Cybelle Bargou, chercheuse à l'Université de Louisiane et son équipe, ont finalement conclu que le responsable était l'acide domoïque, que l'on peut retrouver dans certaines algues ou coquillages. Les oiseaux en ont ingéré, ce qui a créé confusion, désorientation, convulsions et finalement la mort par intoxication. Après analyse d'échantillons historiques, il y avait bien une prolifération de cet acide dans la zone de l'incident en 1961. L'histoire de l'attaque des oiseaux sur Pleasure Point et Capitola est finalement explicable, mais en 1961, lors de l'incident, ça restait quelque chose de totalement mystérieux. Ce dernier a tout de même conforté Hitchcock dans son choix pour sa future réalisation. Ouais, sans cet étrange incident en 1961, sans doute n'aurions-nous jamais eu le film Les Oiseaux tel que nous le connaissons aujourd'hui. Qui ne connaît pas le célèbre Chucky ? Ce poupon au langage fleuri et à l'attitude plus que criminelle a réussi à se hisser dans le panthéon des plus grandes figures horrifiques de ces dernières décennies. Mais connaissez-vous la sombre histoire de ses origines cinématographiques ? Tout commence en 1904. Thomas et Minnie Otto vivent à Key West en Floride avec leurs 4 enfants. Mispa, Joseph, Thomas et leur petit dernier, Robert Eugène, que nous appellerons Eugène pour la suite de l'histoire. Famille aisée, les Otto ont plusieurs domestiques dont une nourrice originaire des Bahamas qui s'occupe des enfants.
Pour une raison inconnue, mais d'après certaines sources pour se venger du comportement parfois incorrect des parents de la famille, la nourrice offre au petit Eugène, 4 ans, une poupée de paille et de chiffon. Le bambin appelle la poupée par son prénom, Robert est la part d'un de ses propres costumes de marin. Ce que tout le monde ignore à ce moment-là, c'est qu'il s'agit d'un cadeau empoisonné. La nourrice a jeté un sort vaudou sur la poupée et celle-ci va semer le chaos dans la famille. Au fil des années, des événements perturbants se produisent. Des objets disparaissent, des meubles sont renversés et des bibelots brisés. Lorsqu'on interroge Eugène sur ces incidents, ce dernier est catégorique. C'est Robert qui l'a fait. Les domestiques disent voir la poupée se déplacer toute seule dans la maison, entendre des rires affreux et aigus en sa présence, et reconnaître 2 voix distinctes quand Robert et Eugène sont seuls dans une pièce. La relation entre Eugène et la poupée est fusionnelle, ils ne se séparent jamais. Une fois adulte et marié, Eugène vit avec son épouse dans la maison familiale à Key West, toujours avec Robert. La vie suit son cours avec son lot d'étrangetés. La poupée ne quittera pas son meilleur ami jusqu'à la mort de celui-ci en 1974. Après la mort d'Eugène, la maison est vendue à Myrtle Reuter, et la poupée avec. L'absence d'Eugène déclenche de nouveaux événements. Robert semble se déplacer seul à l'étage, ses rires sont de plus en plus terrifiants, et son expression semble même changer lorsque quelqu'un parle en mal d'Eugène en sa présence. En outre, les visiteurs de Myrtle Reuter qui auraient dit du mal de la poupée auraient été maudits, subissant des divorces, des accidents, des pertes d'emploi ou des maladies. Finalement, en 1994, Myrtle Reuter fait don de la poupée au musée East Martello de Key West. Robert se trouve maintenant derrière une vitrine et peut être admiré par les touristes et les férus de surnaturel. Mais faites très attention. Les nombreuses lettres qui tapissent sa boîte sont des lettres d'excuses venant des 4 coins du monde. Si vous manquez de respect à Robert, sa malédiction vous poursuit où que vous soyez et le seul moyen de s'en défaire est de lui demander pardon. Bon, là je viens de vous raconter une des versions paranormales par excellence parce qu'il en existe une pétée. Et puis il faut noter qu'entre toutes les versions, il n'y a passablement d'incohérences entre elles. Et avant d'aller plus loin, il faut mettre certaines choses en lumière. Tout d'abord, Robert est une poupée qui a été fabriquée par la société Steiff, un fabricant de jouets allemand. Apparemment, le jouet en question n'était pas destiné à la vente, mais plutôt utilisé comme décoration dans les vitrines. C'est le grand-père d'Eugène qui, lors d'un de ses voyages, aurait acheté la poupée au fabricant pour ensuite l'offrir à son petit-fils. Pas de nourrice avide de vengeance magique à l'horizon. Ensuite, les faits rattachés à la poupée sont basés sur les légendes locales et sur les dires populaires. Robert a bien été conservé par Eugène jusqu'à sa mort en 1974 et Myrtle Reuter en a bien été propriétaire jusqu'en 1994 où elle en a fait don au musée. Elle a tout de même cependant précisé que le jouet était bel et bien hanté. Réalité ou fiction? Histoire concrète ou légende folklorique? Moi je dis simplement, qui sait? À l'occasion, allez faire un tour au musée de Key West, ça peut être sympa. Mais évitez de prendre Robert en photo sans lui demander son autorisation, on sait jamais. Pour en revenir à Chucky, notre poupon maléfique préféré, on ne peut pas nier qu'il y ait certaines choses identiques entre l'histoire de Robert et celle du film sorti en 1988. Les deux se déplacent tout seuls, parlent à leur meilleur ami avec leur propre voix, commettent des méfaits que tout le monde croit être ceux de l'enfant, et ils tirent tous les deux leur origine du vaudou. Et là, fan de ciné, je suis désolé, je vais péter un mythe. Durant mes recherches, je n'ai jamais eu confirmation que Don Mancini, le créateur de Chucky, ou John LaFia, le scénariste du premier film, se soient basés sur les événements de Robert pour créer leur poupée tueuse. Rien, nada, que dalle. Alors qu'on voit partout que Chucky est inspiré de Robert pour son histoire. Qui plus est, l'histoire de Robert a décollé en 1994 lors de son arrivée au musée, tandis que le film est sorti en 1988, soit 6 ans avant. À moins que les créateurs originaux de Chucky aient entendu parler de cette histoire avant, il semble peu probable que l'influence vienne de là. Les origines viendraient plutôt de l'épisode Talkie Tina de la série de la 4e dimension en 1963, ou du segment Amelia du film Trilogy of Terror de 1975. Mais qu'importe si Don Mancini a été inspiré par d'autres métrages ou par l'histoire de Robert.
L'important, c'est que Chucky ait réussi à s'imposer comme une figure horrifique incontournable et qu'il ait construit sa propre légende. Voilà un exemple d'une inspiration qu'on voit partout mais qui n'est pas nécessairement exacte. Il existe aussi des films Robert the Doll, mais honnêtement, c'est pas foufou. Pour le dernier métrage de cet épisode, on va parler d'ours et de cocaïne. Au matin du 11 septembre 1985, Fred Myers, un habitant de Knoxville dans l'état du Tennessee, retrouve un homme mort dans son allée. Apparemment, il s'agit d'un parachutiste malchanceux. Pourtant, l'homme porte sur lui un important matériel, notamment des lunettes de vision nocturne, 2 pistolets et 4500 $ en liquide, entre autres. Le plus intriguant est le sac contenant 35 kg de cocaïne qu'il a en sa possession. L'individu est rapidement identifié comme étant Andrew Thornton, un ancien agent de la DEA ayant retourné sa veste pour se lancer dans le trafic de stupéfiants. Il aurait apparemment sauté d'un avion dont on retrouve la carcasse le jour même dans le comté de Macon, en Caroline du Nord. Quelques jours plus tard, des gardes forestiers de la forêt de Chattahoochee-Oconee, en Géorgie, découvrent 3 sacs de sport renfermant au total 100 kg de cocaïne. Entre novembre et décembre, on retrouve encore plus de 110 kg de cette drogue répartie dans plusieurs autres sacs. Des complices de Thornton devaient apparemment récupérer les 10 sacs après leur chute dans la forêt. C'est en novembre qu'un chasseur retrouve le corps d'un ours noir d'environ 80 kg. Il n'avertit pas immédiatement les autorités et les enquêteurs, ayant finalement vent de cette histoire, retrouvent l'ursidé le 20 décembre. Après autopsie de ce dernier, il avait entre 3 et 4 grammes de cocaïne dans son sang, ce qui l'a sans doute tué rapidement. À ce jour, les autorités ne connaissent toujours pas les véritables intentions de Thornton. Passage de drogue aux États-Unis ou volonté de doubler ses commanditaires avec ses complices? Nul ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que l'ours, surnommé Cocaine Bear, a été apparemment empaillé et serait visible au centre commercial de Lexington, dans le Kentucky. Ce fait divers a inspiré le film Crazy Bear, sorti en 2023 et réalisé par Elizabeth Banks. Au passage, qui est la maman de Pitch Perfect 2 et du Charlie Angels de 2019. Le métrage est clairement orienté comédie horrifique et s'éloigne radicalement du fait divers initial, si ce n'est que la base est conservée. La chute de la drogue dans la forêt, la présence de complices pour aller la récupérer et la prise de substances illicites par un ours. Sauf que dans le film, ça part complètement en couille et le bestiau se met à dézinguer tout le monde à tour de patte et à avoir un comportement assez perché. Cependant, l'éloignement avec le fait divers initial est totalement assumé par la réalisatrice qui a déclaré « Je trouve complètement injuste que cet ours ait perdu la vie à cause de cette histoire de drogue. J'ai voulu que ce film soit, en quelque sorte, l'histoire de sa vengeance. » Alors le film est d'un fun incroyable et le visionner est un pur plaisir. C'est juste dommage qu'il n'ait pu voir le jour que suite à cet événement tragique qui a coûté la vie à un ours noir à cause de la bêtise humaine. En même temps, l'histoire d'un ours qui prend de la coke, on voit pas ça tous les jours. Comme quoi, entre la réalité et la fiction, il y a parfois un immense fossé. L'inspiration pour les métrages peut venir de n'importe où, et bien souvent, on enjolive le truc à fond à l'hollywoodienne pour faire passer la pilule auprès du public. C'est pourtant intéressant de voir que les étranges affaires de ce monde peuvent donner naissance à des films qui valent clairement le coup d'œil. Voilà, fans de ciné, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas, moi je me suis éclaté à l'écrire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez des idées de films qui pourraient être creusés. Et vous pouvez également me laisser un bon vieux pouce bleu et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, l'étrange, ce n'est que la normalité à un autre niveau. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et comme le veut la coutume, bon visionnage.